vous avez là, donc je vais le reprendre, vous avez là tous les dispositifs qui existent post-réforme. Donc l'apprentissage qui conduit à du titre ou diplôme obligatoirement, le contrat pro, et c'est pour ça qu'on a toujours gardé les deux, vous voyez, parce qu'il a été question de les fusionner. Alors c'est pas à l'ordre du jour, parce que le contrat de professionnalisation permet certes de faire du titre au diplôme, mais aussi des CQP, et aussi de la qualif convention collective, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas nécessairement traduites par une certification. Donc du coup on a les deux. C'est vrai que si je fais du diplôme en contrat pro, je pense qu'il est à peu près évident que si je peux basculer sur l'apprentissage, ce sera mieux pour tout le monde à partir de 2020. La professionnalisation de l'alternance, je vous en parlais tout à l'heure, ça permet d'avoir les mêmes objectifs que soit l'apprentissage, soit le contrat pro, c'est les mêmes finalités. Ça peut être fait complètement en interne si vous en avez les moyens, en termes de ressources. Il n'y a pas de durée minimum, mais ça ne concerne que les salariés. Alors en même temps, ça peut être un grand nombre de vos salariés qui n'ont pas un niveau supérieur au niveau 3. Donc si vous avez des parcours de formation qui concernent des salariés qui n'ont pas à titre personnel une qualification supérieure à un bac+2, que vous souhaitez les former, que ça débouche sur une certification ou pas, puisque je suis sur une convention, convention collective. Mais quand même, il faut que la formation soit une reconversion ou une promotion. Donc ça veut dire que ça rentre quand même assez mal dans j'ai un parcours de formation de courte ou de moyenne durée pour des gens que je professionnalise dans leur emploi sans changement particulier entre avant-après. Si je vais au-delà, je reconvertis ou je fais une promotion, je peux du coup bénéficier d'un financement. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est ouvert à tout le monde. Alors, là-dessus, il y a deux inconnus aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il vous faudra vérifier en 2019 si vous souhaitez utiliser ça. Premier inconnu, quelles seront les disponibilités budgétaires effectives? Il y aura de l'argent au sein de Constructis pour ça, c'est évident. Mais combien et à quelle hauteur, pour l'instant, on ne le sait pas. Et la deuxième chose, c'est comment va se traduire, va se décliner le critère que pose la réglementation. Il faut que ce soit de la reconversion. Ça c'est simple, reconversion, je change de métier. Donc il y a un changement de qualification. Mais la promotion, vous voyez, est-ce que ça impose un changement de classif? C'est surtout ça la question. Est-ce que ça veut dire que seuls sont concernés les gens sur lesquels je suis sur une évolution en termes de classification? C'est quoi la traduction de la promotion à l'issue du parcours? Bon, ça, ce sera précisé au niveau des branches qui vont donner les critères de financement. Vous aurez sans doute les règles en tout début d'année. Et donc, il y aura un petit travail à faire. C'est au regard des règles exactes de financement sur ce dispositif, est-ce que vous avez des parcours des salariés qui pourraient être concernés par ça ou pas en 2019? Et si c'est le cas, peut-être qu'il ne faudra pas trop tarder, parce que si les enveloppes budgétaires ne sont pas infinies, premier arrivé, premier servi. Donc, c'est pas au mois d'octobre ou novembre 2019 qu'il faudra le considérer. Alors, on va faire un petit zoom sur l'apprentissage. J'ai essayé de schématiser le diagnostic du gouvernement. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont enlevé aux conseils régionaux la compétence en matière d'apprentissage. Ils disent aujourd'hui l'apprentissage, les régions prédéfinissent une offre d'apprentissage et après on essaie de remplir, de trouver des jeunes pour ceux que l'on a choisis. Ils disent avec ce système-là, ça fait 10 ans, on n'arrive pas à développer l'apprentissage. Donc du coup, il faut le casser. C'est pas parce que les régions ont mal bossé, etc. Mais de fait, on n'arrive pas à faire plus. Donc, et alors, c'est amusant parce que vous avez sans doute tous entendu dire à un moment donné qu'il y avait trop d'organismes de formation, et donc il faudrait en réduire le nombre, etc. Et là, on nous dit exactement l'inverse. Si on nous dit plus il y aura de CFA, mieux ce sera. Et on encourage tout le monde à devenir CFA. C'est-à-dire qu'on pense que la prolifération de l'offre va créer des opportunités qui feront que des entreprises recruteront plus et que des jeunes seront plus attirés par le dispositif. Et que donc c'est l'offre, l'élargissement de l'offre qui fera le succès de la mesure. Donc ça c'est le pari. C'est le pari, hein. Parce que au final c'est quand même vous qui recrutez, et après il faut trouver des jeunes à mettre en face qui sont intéressés par finalement ce type de contrat, pour ce type de diplôme, etc. Mais on crée un système ouvert qui est le suivant, alors qui du coup est relativement simple.
tout organisme, entreprise, établissement de formation, organisme de formation, tous ceux qui veulent devenir CFA, ils n'auront que 2 conditions à remplir. La première, être certifié en tant que CFA, mais ça c'est accessible à tout le monde, hein. C'est la même certification que pour les organismes de formation, et préparer un diplôme. Donc il faudra trouver quelqu'un qui délivre des diplômes, qui a la capacité à le faire, et s'entendre avec lui pour pouvoir préparer ces diplômes-là. Si ces 2 conditions sont remplies, je peux y aller. Après, il ne me reste plus qu'à trouver des clients. Donc des entreprises et des jeunes. Et donc la question peut se poser ici, sur quel métier je développe une offre. Compte tenu de ce qu'est l'apprentissage aujourd'hui, de ce que je vous disais, c'est-à-dire sur les niveaux infra-bac, on est plutôt en décrue. Là, chaque année, on a un peu moins d'apprentis. Et sur les niveaux supérieurs, on est en croissance. Il y a des chances que la première croissance se fasse plutôt sur le supérieur. C'est-à-dire là où c'est le plus facile. Demain, des établissements qui aujourd'hui facturent à des jeunes ou aux familles 6, 7, 8 000 euros pour des cursus de formation. Si demain, il y en a un qui se met à le faire en apprentissage, et qui dit du coup aux jeunes familles, pour le même diplôme, c'est gratuit, et en plus vous avez une activité professionnelle, vous avez accès aux droits sociaux, etc. Mais c'est clair, tous les autres à côté, ils peuvent fermer. Hein. Voilà. Encore faut-il trouver les entreprises qui recrutent pour ces métiers-là. Et donc, en fait, on confie au marché et aux décisions qui seront prises par les entreprises et les jeunes le développement de l'apprentissage. Après, l'OPCO, il va récupérer l'enregistrement des contrats, le financement des contrats, mais il paiera au coût défini par les branches. Alors, pour les coûts contrats d'ailleurs, on nous refait la même chose que pour les financements des OPCO. L'État dit aux branches professionnelles, vous avez jusqu'à fin janvier pour me donner vos coûts par diplôme. Après, je vais les regarder. S'ils me conviennent, je les valide. S'ils ne me conviennent pas, je vous demande de les revoir. Et si vous les revoyez et que ça ne me convient pas, c'est moi qui décide. Vous voyez, c'est un système. Et tout ça, donc, nous aurons le résultat au mois de mars. Donc, au mois de mars, on saura, donc on peut déjà se projeter sur la rentrée de septembre, voire sur l'année 2020, on saura combien seront financés. Et du coup, vous aurez peut-être la réponse à votre question. Est-ce que ce financement suffira? Ou est-ce que le CFA me financera ou essaiera de me demander un complément financier? Parce que pour un CFA, le financement au contrat, c'est une ressource, mais après, il peut aller chercher tout le reste. Et tout le reste, il y a le petit pavé mauve en haut, c'est les financements de branche. Et vous savez, puisque vous le payez, que dans votre secteur, il y a la contribution au 3CA. Contribution de branche qui permet d'avoir une ressource supplémentaire pour financer l'apprentissage, mais qui ne va plus pouvoir être gérée exactement de la même manière, puisque quand je suis dans un système, actuellement, l'apprentissage c'est un service public, c'est pas un marché. Donc je reçois une ressource, je la donne à qui je veux. Demain, les contributions qui vont arriver au 3CA, elles ne pourront pas aller uniquement au CFA paritaire du réseau. Si un CFA dit, moi je forme au métier du bâtiment, mais je suis un Greta, je suis l'AFPA, je suis les compagnons, je suis, etc. Donc je ne suis pas forcément dans le réseau CFA paritaire. Mais vous avez une ressource complémentaire pour l'apprentissage. Je vous demande de m'en donner. Au nom de quoi je vais le refuser sur une activité de marché. Vous voyez? Je ne peux pas, dans un marché, réserver un financement en fonction du statut des gens. On a la même question du côté du conseil régional. Vous savez que les conseils régionaux, ce n'est pas le cas en Pays de Loire. En Pays de Loire, ils sont passés à autre chose. Mais il y a des régions qui continuent à grogner. Et qui disent, puisque c'est comme ça, les CFA, on ne va plus les financer, ou on ne financera que l'éducation nationale, etc. C'est évidemment impossible. Dans un système de marché, je ne peux pas réserver mes financements à des organismes en fonction de leur statut. Je suis obligé de définir des conditions, tous ceux qui les remplissent, ils ont accès au financement. Donc on a un bouleversement. Alors, faites attention là, parce que si vous recrutez des apprentis, là je suis en train de parler du côté positif, c'est-à-dire potentiellement pour avoir une offre supplémentaire, vous pourrez recruter pour tous les types de métiers, etc. Mais on va avoir aussi des fermetures de sections. C'est-à-dire qu'il y a des CFA qui vont dire, aujourd'hui je suis en déficit, la région à la fin d'année me fait le chèque pour boucher le trou, demain je suis en déficit, je suis endetté, je vais voir le banquier. C'est pas tout à fait pareil. Donc du coup il y a des sections qui vont fermer parce qu'elles ne sont pas équilibrées et que plus personne bouche les trous. Donc peut-être qu'il y a des apprentis que vous recrutez aujourd'hui
que vous ne pourrez pas recruter demain, parce que la section ne va plus exister, parce que cette section-là, ben, elle ne trouve pas son public, elle n'a pas suffisamment d'effectifs, elle n'est pas attractive, etc. Et avant d'engager un jeune, attention parce qu'après c'est vous qui êtes embêté, hein. Si jamais vous avez un organisme qui fond les plombs en cours de contrat, vous voyez, vous engagez pour 2 ans, à la fin de la première année, l'organisme n'y arrive plus, il périclite, il disparaît, c'est vous qui vous retrouvez avec un jeune sur les bras, un organisme à trouver, une obligation de le former, etc. Donc faites attention à vos partenaires quand même, et à leur... la question ne se posait pas aujourd'hui. Je savais qu'un CFA, c'était forcément viable. Demain, j'en sais rien. C'est comme les contrats pro. Et c'est arrivé sur des contrats pro, d'avoir des organismes qui, en cours de contrat, ferment leurs portes, et je me retrouve avec les jeunes sur les bras. Donc, il faut avoir un peu de vigilance sur le choix des partenaires, notamment pour les contrats longs. Notamment pour les contrats longs. Si je m'engage sur 2 ou 3 ans avec un apprenti, j'ai intérêt quand même à m'assurer que le CFA en question, il n'a pas de soucis financiers. Je vous rappelle que le diagnostic des conseils régionaux, c'est que les 2/3 des CFA actuellement sont déficitaires. Hein? Ouais, donc la transition ne va pas être simple pour tout le monde hein, dans ce domaine-là. C'est des gens qui étaient... vous voyez, si j'étais responsable de CFA, j'avais un impôt qui était fléché vers moi, et si jamais j'arrivais pas à équilibrer mon activité, la région me donnait le complément. C'est quand même assez confortable. Demain, si j'arrive pas à équilibrer mon activité, ben, je ferme. C'est aussi simple que ça.